Bonjour à tous, je suis Joël Provenchère de la Gazette des communes. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire que nous avons exceptionnellement organisé en cette période un peu difficile pour tout le monde sur tous les plans, afin de partager, on va dire, des bonnes pratiques ou de proposer un certain nombre d'apports pour l'ensemble des territoriaux pour pouvoir du coup gérer au mieux la situation actuelle. Alors, avant qu'on démarre de manière générale, puis après je laisserai Gwenaël le blond masqué se présenter, je vais vous donner quelques éléments de compréhension sur du coup comment va fonctionner le webinaire au niveau technique. Donc là, voilà, il y a certaines personnes qui commencent déjà à poser des questions. Voilà. Alors, comment ça se passe excusez-moi, pardon. Là, du coup, ce qui va se passer, c'est que nous allons donc, il y aura un premier exposé là qui va démarrer, qui dure 2 minutes, ça va aller très très vite. Ensuite, Gwenaël va prendre la parole, et derrière, du coup, vous pourrez avoir un débat interactif avec lui. Donc, toutes les questions que vous pourrez avoir tout au long de son intervention, vous pouvez les poser du coup dans l'outil. Vous voyez que dans le bonne configuration, vous avez un pavé qui s'appelle questions. Donc là, vous pouvez saisir vos questions par rapport à ça. Là, j'ai une personne qui m'écrit qu'elle n'entendait pas. Donc là, c'est des problèmes techniques. Donc regardez bien, effectivement, normalement le son est diffusé. Et vous pouvez du coup accéder au son sans aucune difficulté. Donc, dans ce cas-là, regardez les paramètres de votre ordinateur. Il est possible du coup qu'il soit coupé. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur on va dire les aspects techniques. Alors sur la partie comment dirais-je, la partie visuelle, sur les webcams, nous de notre côté ça fonctionne bien, mais il n'est pas impossible que de votre côté, parfois l'image se fige ou qu'elle soit moins bonne. Là malheureusement c'est complètement dépendant des réseaux de débit internet que vous avez aussi de votre côté. Donc là on ne maîtrise pas du tout ce qui se passe. Voilà. Le fait que, alors une question de quelqu'un qui dit est-ce qu'on ne se voit pas, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, puisqu'en fait là, il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites. Donc vous êtes déjà plus de 150 présents sur ce webinaire. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas diffuser 150 caméras. Donc les deux seules personnes que vous aurez la possibilité de voir, ce sera moi-même et Gwenaël Leblond masqué. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de caméra du tout. Là, vous avez juste, entre guillemets, à écouter le webinaire et après à poser vos questions via le panneau de configuration qui est prévu. Voilà. Je vous propose de démarrer rapidement en introduction. Je voulais profiter aussi quand même de ce point pour vous parler de l'initiative qu'a pris la Gazette des communes en créant en fait une plateforme digitale qui s'intitule, pardon, excusez-moi, voilà, qui s'intitule Élu Academy, donc qui est un système en fait d'e-learning qu'on a conçu à destination des élus et des nouveaux élus. D'accord, donc en gros, l'idée directrice, c'est en fait de proposer des contenus pédagogiques sous forme de vidéos, de fiches pratiques, de quiz ou d'autres activités pédagogiques et de webinaires tout au long de l'année. Donc, du coup, vous pouvez inscrire, les élus peuvent s'inscrire sur cette plateforme et derrière, ils accèdent à des contenus quand ils veulent, où ils veulent, que ce soit sur leur ordinateur ou sur leur mobile. Voilà. Les thématiques qu'on a pour le moment proposées, c'est des fondamentaux, hein, parce que le public principal, ce sont les nouveaux élus, mais pas que, hein, aussi les élus qui auront besoin, bien sûr, de se perfectionner sur un certain nombre de thématiques. Donc là, rapidement, vous voyez, voilà, il y a des fondamentaux sur le statut de l'élu, la gouvernance, l'organisation des communes, le pilotage d'une collectivité, des fondamentaux sur les finances locales, les achats publics, les RH, et puis quelques domaines de spécialité qui correspondent à des types de délégations
que vous pouvez, que les élus peuvent avoir. Voilà, donc retenez bien le nom, Élu Academy. C'est donc une initiative des formations de la Gazette. Et donc, le démarrage est imminent. Nous sommes en train de finaliser le dispositif. Donc, dans les jours prochains, l'ensemble du contenu sera disponible. Voilà, pour vous donner un aperçu rapide de ce que ça peut donner, donc avec des vidéos, des fiches mémo, des webinaires mensuels et des quiz. Bien évidemment, la formation était agréée pour la formation pour les élus, donc du coup, il n'y a pas de problème de prise en charge de la formation. Voilà, je vous propose de passer sur l'intervention de Gwenaël. Gwenaël, je regarde juste, j'ai 2-3 questions, je regarde juste si c'est des problèmes techniques ou autres, et puis après, je te passe la main. Ah oui, question, est-ce que le PowerPoint sera disponible à l'issue du webinaire? Oui, il n'y a pas de difficulté, hein, Gwenaël. Non. Alors, OK. Donc, pas de souci. Bien évidemment, vous aurez accès au webinaire à l'issue de la formation. Voilà. Gwenaël, je te passe la main. Ouais, il faut que tu me passes la main pour que ce soit mon écran qui apparaisse, Joël. Tout à fait. Je te passe la main. 2 secondes. Tac. Voilà. Et c'est bon. Montrer mon écran. Afficher mon écran. Hop. Et donc, ce que vous devez voir à l'écran, c'est mon... Vous voyez mon écran, Joël? Alors, pour l'instant, j'étais resté sur le slide de… Ouais, si je bouge, non. Si je bouge, ça change bien. Non, sur la caméra, il faut que tu… Attends, je vais te dire. Hop. Il faut que tu… Personne ne peut voir mon écran. Hop. Attends, hop. Afficher en mode plein écran, non. Vas-y. Écran. Vas-y. L'écran qui est juste en dessous de la caméra. Ouais. Ah, là, on te voit, c'est toi, là? Non. Est-ce que là, vous voyez, si je bouge, tu vois mon changement de slide ou pas? Attends, pardon. Non. Reprends peut-être la main et repasse-la à moi. Alors. Tu me repasses la main, Joël? Et là, je t'ai passé la main, c'est toi qui as la main, là. Ouais. C'est toi qui as la main. Alors, changer de présentateur. Si je repasse chez toi, hop. Vas-y, si tu me repasses la main, ça fonctionnait tout de suite. Hein, donc, alors là, je vais montrer mon écran, là. Alors, excusez-nous, c'est justement technique. Là, je montre mon écran, là. Là, je suis sur mon écran. D'accord, passe chez moi. Voilà. Tac. Je te l'envoie. Voilà. Tu cliques sur OK. Ouais. Ben, j'ai commencé. J'ai envoyé un SMS. Hop, je pose mon. C'est bon là? Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on ne voit pas. Pour l'instant, on est sur le mien. Bah écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, quand tu vas sur afficher, là, dans le partage, tu vas dans partage. Hein? Partage, afficher, tu vas chercher ton document. Ouais, appliquer, afficher, ouais. Hop, ça passe. Personne ne peut voir votre écran. Cliquez pour démarrer. Vas-y. Juste une fenêtre. Je choisis mon document. Normalement, vous l'avez. Non, ça ne marche pas? Non, c'est marqué attendre de l'affichage de l'écran de Gwenaël Leblanc-Masclé. Donc, pour l'instant, ton écran n'est pas affiché. Tu as été sur la webcam. Sous la webcam, tu as un petit écran. Quand tu as le micro, tu as la webcam et tu as un écran. Tu as cliqué dessus, il est vert ou pas? J'ai cliqué dessus. Non, il ne veut pas passer au vert. Ah, bah, écoute, sinon. Alors, sinon, bon, ce que je vous propose, ce qu'on va faire, c'est que Gwenaël, tu sais quoi? Je vais te suivre pas à pas. Ok, je vais faire signe quand il faut changer. Ça roule? Pardon?
On fait ça comme ça. Merci quand il faut changer. Allez, très bien. Alors, je te repasse la main du coup, hein, comme ça on ne va pas perdre trop de temps. Hein. Désolé à chacun d'entre vous pour ce calage technique. On est quasiment 200 aujourd'hui. Donc, bienvenue à vous et merci d'être là avec nous. En toute modestie, hein, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout d'essayer d'échanger et Joël le disait, de partager des bonnes pratiques. Face à la crise qu'on connaît, je ne suis pas sûr qu'il y ait des solutions absolues ou pas. Il y a des choses sur qu'on est en train de construire les uns et les autres. Et la Gazette des communes m'a demandé de venir vous parler un petit peu de la réflexion qu'on avait commencé à engager à Brest sur cette question du plan de reprise des activités. On aura l'occasion d'en discuter. Est-ce que c'est le bon moment ou pas déjà pour parler de la reprise des activités? Je ne sais pas. En tout cas, il y a deux choses qui sont sûres. C'est d'une part qu'il faudra s'y préparer et d'autre part que ça fait aussi du bien de se projeter là-dedans, même si il est certain que c'est pas quelque chose qui est d'une actualité brûlante et qu'on a encore une période de confinement à vivre. Donc on va essayer en tout cas d'en discuter, de poser quelques éléments méthodologiques qui nous seront utiles aux uns et aux autres au rythme où on pourra les déployer. Alors peut-être si on commence à évoquer d'abord ces quelques précautions méthodologiques. Joël, le premier item que j'évoque dans ce PowerPoint, c'est celui des gestes barrières. Alors non pas des gestes barrières contre le Covid-19, mais alors, avec un peu d'humour contre la connerie virale. J'ai repris là un élément qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux en forme de clin d'œil et parce que le sérieux n'empêche pas un petit peu d'humour. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a beaucoup de choses qui circulent en ce moment, qu'on est dans des contextes de décision qui sont incertains, avec des situations très évolutives et que du coup, ce à quoi il faut qu'on s'astreigne, c'est à la fois que si on a une information qui n'est pas vérifiée, on ne la partage pas et que quand on ne sait pas, on s'abstient. En ce sens, hein, l'expertise technique, on ne l'a pas. Moi, le premier, je suis pas médecin. Et donc, ça m'amène aux éléments méthodologiques pour cette séance, hein, les éléments méthodologiques que je vous propose, qui sont les suivants. Joël, si tu peux passer sur le petit carré d'à côté, cliquer sur la souris, ouais. C'est un exercice de prospective, hein, essayer aujourd'hui de se projeter sur comment est-ce qu'on peut imaginer la reprise des activités. C'est d'abord essayer de faire un exercice de prospective au sens premier du terme, c'est-à-dire que ce qu'on va essayer de faire, c'est dans un exercice de ce type-là, de poser des hypothèses qui se réaliseront ou qui se réaliseront pas, mais on ne va pas faire de géomancie, on va pas essayer de lire dans le marc de café. Simplement, on va essayer de poser un certain nombre d'hypothèses techniques permettant de se dire que si elles se réalisent, en fonction de leur degré de crédibilité, on sera prêt pour accompagner la reprise dans un contexte, je le disais, qui est extrêmement évolutif, qui est singulier de ce fait, et qui est fondé aussi sur tout un tas d'éléments de nature exogène. Donc, y compris dans l'exercice de questions-réponses, moi, je ne me prononcerai pas du tout sur les éléments liés à la gestion de crise elle-même, à la propagation de la maladie, à ces hypothèses-là, parce que je ne suis pas un spécialiste. Il y a des spécialistes qui le font très bien et qui sont en train d'y travailler. Moi, mon job, c'est d'essayer de faire fonctionner la collectivité, d'animer le pilotage de la collectivité en la matière et donc du coup d'essayer de penser la manière dont en termes de pilotage administratif on pourrait travailler sur la sortie de crise. Alors Joël, si on peut passer sur la slide suivante, pourquoi se pencher dès maintenant sur l'après? Louis Pasteur disait « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ».
La sortie de crise mérite, à mon sens, la même attention que l'entrée en crise. Et ça fait partie des éléments, à mon avis, essentiels en termes de méthodologie. On connaît une crise qui est extrêmement traumatique. Hein. La phase d'entrée dans la crise nécessite de changer complètement l'organisation. Vous avez sans doute les uns et les autres travaillé sur vos plans de continuité des activités, mis à plat vos organisations, repenser vos organisations dans le contexte du confinement. Et donc, du coup, pour une organisation, c'est des chamboulements qui sont énormes, avec des nouveaux modes de travail, de télétravail, des nouvelles relations professionnelles qui sont en train de se lier, peut-être des réaffectations d'agents qui amènent les uns à travailler avec d'autres qu'ils ne connaissaient pas ou sur des sujets dont ils ne sont pas familiers. Et donc, le sentiment initial qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que cette entrée en crise, elle représente effectivement une dimension de changement majeur et rapide, hein, mais certes provisoire. Il y a ensuite la phase de gestion de la crise, et puis qu'ensuite, tout ça va s'aplanir et rentrer dans le rang doucement. Alors, là-dessus, moi, mon sentiment, au contraire, c'est que la sortie de crise sera tout aussi majeure que l'entrée en crise. Hein. On peut rester, Joël, sur la slide précédente. La crise, elle nécessite la même attention que l'entrée en crise, en ce sens qu'elle nécessitera un effort organisationnel. Hein. On est passé d'une gestion habituelle à un mode de fonctionnement de crise, hein, de PCA, de plan de continuité des activités. Ce plan de continuité des activités, en fonction de l'avancement du stade de la collectivité et puis aussi du contexte que tel ou tel territoire vit, va se stabiliser. On va trouver de nouvelles routines dans cette période de crise. Et après avoir passé un petit moment à chambouler nos organisations pour s'adapter, on est en train de restructurer les process correspondants à cette gestion de crise pour pouvoir la traiter dans le temps, la suivre dans le temps, la piloter sur peut-être quelques semaines ou quelques mois. Et quand on reviendra à une situation de reprise, il faudra de nouveau remettre à plat ces procédures exceptionnelles qu'on a organisées pour repasser à quelque chose qui sera devenu inhabituel. Hein. Et donc l'effet d'habitude qu'on connaissait avant la crise, en quelque sorte, aura été fortement atténué par la crise, et revenir à la situation normale sera là aussi un élément inhabituel dans le pilotage de nos organisations. Ça nécessite d'y être préparé, hein, et de considérer que la reprise d'activité peut être tout aussi traumatique que l'entrée en mode crise, dans un contexte en plus qui est un petit peu différent, parce que dans la sortie de crise, on est sur une période où la crise aura été fatigante, où les esprits auront été peut-être meurtri par la situation qu'on aura vécue. En tout cas, il y aura beaucoup de fatigue, il y aura eu des efforts faits de la part des uns et des autres pour aider du mieux que le peuvent les collectivités. Et donc, la sortie de crise peut aussi potentiellement être le moment où cette fatigue, les frustrations qui l'accompagnent s'expriment. Et donc, il faut aussi prendre en compte ces éléments-là quand on va travailler sur la reprise d'activité. Puis je le disais, pourquoi se pencher aussi dès maintenant sur l'après, aussi sans doute parce que le fait de s'y pencher managérialement, c'est aussi en s'y préparant une manière de se donner un horizon et de se dire que cette gestion tout à fait spécifique que l'on vit actuellement, à un moment ça va s'arrêter et qu'on reviendra à meilleure fortune. Et je pense que ça, dans le contexte que l'on vit, ça nécessite aussi d'y prêter attention. Alors, sans mettre trop de pression, hein, parce que je le disais, il ne faut pas être anachronique. On a des services qui sont extrêmement mobilisés en quotidienneté pour accueillir les enfants des soignants, pour s'organiser dans les établissements accueillant des personnes âgées. Voilà, il y a des équipes qui sont sur le front au quotidien, puis il y a des équipes qui sont
plus en télétravail, qui sont plus en attente de pouvoir retrouver une certaine normalité. Et donc, il y a sans doute des rythmes différents sur lesquels il faut savoir mobiliser les uns et les autres pour que chacun prenne sa place sans trop se fatiguer et en trouvant le rythme qui convient à chacun. Alors, un plan d'activité, spécifiquement, c'est quoi Joël, si on passe à la slide d'après, et même si on va voir le petit graphique que je vous ai mis sur cette slide, hein, si tu peux cliquer une nouvelle fois sur la souris, Joël, voilà. Le cycle d'une crise, habituellement, se fait, c'est des éléments théoriques, hein, mais qui s'appliquent bien entendu à la crise qu'on est en train de vivre. Il y a généralement 3 grandes phases dans cette gestion de crise. La première, c'est la phase préventive. C'est la phase qu'on a connue au cours des dernières semaines jusqu'à la mi-mars, celle qui nous a permis, en fonction des sensibilités qu'on avait au risque, en fonction des informations dont on dispose ou pas, d'anticiper, de prévenir la crise, c'est-à-dire d'identifier quel est le risque avant qu'il arrive et de mettre en place les dispositifs permettant de se préparer à la survenance de la crise. Bon, ça, c'est derrière nous. La deuxième phase, c'est celle qu'on est en train de vivre, c'est la phase réactive, celle où on gère spécifiquement la crise, où on est en train de s'organiser, de traiter sujet par sujet ce qui arrive. J'y passe assez peu de temps parce que finalement, vous êtes sans doute au quotidien dedans, et puis il y a d'autres webinaires, le cas échéant, qui vous permettront de le traiter. En tout cas, c'est pas mon propos d'aujourd'hui. Mon propos d'aujourd'hui, alors troisième phase de la crise, hein, et c'est à cette interface-là qu'on se constitue. La troisième phase de la crise, c'est comment est-ce qu'on apprend et qu'on capitalise sur ce qu'on a vécu pendant la crise, hein, ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Et donc, il y a 2 points de jonction essentiels. Joël, si tu peux cliquer sur 2 fois, je crois, sur la souris. Il y a 2 points essentiels, hein, dans ce processus. Le premier, hein, celui où on passe de la phase préventive à la phase réactive, c'est celui où, ayant anticipé le plan de continuité des activités, on bascule dans l'activation de ce plan de continuité des activités, alors qu'il peut évoluer, trouver des formats un petit peu différents en fonction de l'ajustement qu'on a à la réalité de la crise. Mais en tout cas, il y a ce moment charnière où le risque survenant, on va activer le plan de continuité. Et puis, il y a un deuxième jalon, et c'est sur celui-là qu'on va travailler spécifiquement aujourd'hui, hein, qui est celui où on sort de la phase réactive et où il va falloir passer dans la phase de retour au fonctionnement habituel, hein, qui est la phase de reprise des activités. Alors, l'outillage méthodologique de la reprise des activités a été beaucoup plus travaillé dans le secteur des technologies informationnelles, hein, des nouvelles technologies, que dans d'autres domaines. Si on va voir par exemple ce qui est dit sur Wikipédia, hein, si vous tapez plan de reprise des activités sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on vous y dit? Qu'un plan de reprise des activités, c'est un ensemble de procédures techniques, organisationnelles, de sécurité, qui permettent à une entreprise ou à une organisation, hein, au sens large, de prévoir par anticipation les mécanismes pour reconstruire et remettre en route un système d'information en cas de sinistre important ou d'incident. Il y a eu la crise, on a traité, et comment est-ce qu'on remet en route, hein. Donc, le PRA, le plan de reprise des activités, il est à distinguer du plan de continuité des activités, et en même temps, il en est un sous-ensemble, hein, c'est-à-dire que c'est bien dans cette logique de continuité des activités jusqu'à leur retour à la normale que va s'intégrer cette méthode du plan de reprise des activités. Si on passe, Joël, sur la slide suivante, ce qu'on peut en constater sur le secteur des nouvelles technologies, hein, qui est celui le plus étudié en sciences de gestion en matière de plan de reprise des activités, c'est globalement une impréparation de la reprise des activités. C'est-à-dire que autant en termes de gestion de crise, on a souvent travaillé le management du risque et donc la continuité des activités, hein. J'imagine qu'un certain nombre des collectivités présentes, c'est la limite du
webinaire, c'est-à-dire que j'aimerais beaucoup partager avec vous là-dessus. Il y a sans doute tout un tas d'exemples intéressants de collectivités qui avaient réussi à anticiper leur PCA et qui avaient des choses très opérationnelles à poser en début de crise pour pouvoir les traiter. Du côté de la sortie de crise, c'est quelque chose qui est souvent beaucoup moins travaillé. Et il y a une étude de 2017 notamment sur le secteur des nouvelles technologies qui établit que seulement 18% des entreprises interrogées s'estimaient parfaitement préparées au déclenchement des processus de reprise, que 45% des organisations indiquaient qu'elles ne disposaient pas d'une coordination centrale du processus de reprise et que seulement 19% des entreprises sont en mesure de tester leur procédure de reprise plus d'une fois par an. Ça, c'est un élément plus majeur. Mais ce qui est essentiel dans cette étude, c'est que d'abord, on est souvent dans des situations d'impréparation et d'autre part que cette reprise d'activité, elle nécessite une coordination générale, une animation spécifique qui est un peu différente de celle qu'on lit dans l'animation du PCA dans la gestion de la crise. Et il y a à ce niveau sans doute 3 défis majeurs dans la reprise d'activité. Le premier défi, c'est celui des hommes et des femmes. Le deuxième, celui des changements. Et le troisième, celui des priorités. Je m'explique. À la reprise d'activité, le putain de facteur humain joue bien entendu à fond. Je l'exprimais déjà un peu tout à l'heure en disant que c'est le moment où il y a de la fatigue, c'est le moment où il y a aussi des nouvelles organisations qui se sont trouvées, avec aussi leur dose d'adrénaline, leur dose de mobilisation, le caractère hyper mobilisateur de la gestion de crise, aussi des frustrations qui se seront exaspérées, enfin qui généreront de l'exaspération peut-être de la part de ceux qui n'auront pas pu prendre autant part qu'ils souhaitaient à la gestion de crise. Il y a des dimensions symboliques extrêmement fortes qui se jouent à ce niveau-là. Donc, le putain de facteur humain, là, joue bien entendu à fond, comme finalement dans tous les processus organisationnels et de management. Le deuxième élément essentiel, c'est les changements. C'est-à-dire que le passage par le PCA et la routinisation d'un certain nombre de process vous aura amené à établir de nouvelles règles, de nouveaux modes de fonctionnement. Et donc, il va falloir reprendre ces éléments-là dans des contextes qui seront non seulement évolutifs par rapport à la période de gestion de crise, mais qui seront aussi de fait évolutifs par rapport à l'avant-crise. C'est-à-dire que la situation dans laquelle on va se retrouver en sortie de crise sera pour peut-être 80% comparable à ce qu'on connaissait avant le mois de mars. Mais il y a aussi tout un tas d'éléments qui auront changé dans l'esprit des gens, dans la manière d'aborder les choses. Enfin, souvenons-nous que sur le plan institutionnel, on est rentré dans la crise vraiment au moment d'une élection municipale. On va en ressortir dans un contexte institutionnel qui sera très différent, avec des ordonnances qui auront permis à des collectivités de prendre des décisions dans un processus dégradé, une question qui sera peut-être encore posée de la date réelle de l'élection, et donc des éléments de positionnement stratégique, politique, institutionnel qui auront évolué. Donc ces changements représentent là aussi un défi à prendre en compte dans le PCA. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension des priorités. À mon sens, cette dimension-là est extrêmement importante. C'est-à-dire que concrètement, quand on va passer en reprise d'activité, on aura une masse tellement folle de choses à faire que si on n'a pas posé des priorités et des hiérarchies, on va se retrouver dans des effets d'engorgement administratif et décisionnel qui sont extrêmement importants. Alors concrètement, Joël, si on passe à la slide suivante, l'objectif, en tout cas celui que moi je vous propose, après on est là pour en échanger et puis vous prenez dans ce propos ce que vous avez à y prendre. En tout cas, comment est-ce que moi j'envisage les choses? Je les envisage en se disant que l'enjeu, c'est de construire une démarche qui permette d'anticiper, de prévoir et de planifier le retour aux activités normales avec 3 objectifs. Le premier, c'est de limiter les impacts de la reprise,
c'est-à-dire limiter les effets d'engorgement, de surcharge d'activité. Prenons un exemple. Dans une collectivité, vous avez probablement une grosse partie, voire la totalité de vos instructeurs de déclaration d'urbanisme qui sont à l'heure actuelle en télétravail, voire même peut-être qui sont dans l'incapacité d'instruire leur dossier. Quand ils vont reprendre, ils vont avoir une pile énorme sur le bout de leur bureau. Et donc, il y aura nécessairement, si on ne l'a pas anticipé, des effets d'engorgement importants qui vont prendre du temps parce qu'il va falloir que la machine reparte doucement. De la même manière, il y aura eu un certain nombre de conseils municipaux, de conseils de vos instances délibérantes que, en rythme normal, vous auriez tenu, qui peut-être ne se seront pas tenus. Et donc, une pile, là aussi, de délibérations à prendre, d'actes juridiques à prendre, qui suscitera de la surcharge d'activité et donc de la difficulté à faire, voire des difficultés managériales derrière en termes de charge d'activité. Donc, premier objectif, limiter les impacts de la reprise. Deuxième objectif également, limiter les impacts de la crise elle-même. C'est-à-dire que la capacité en sortie de crise à pouvoir s'organiser efficacement sera un facteur d'affaiblissement des effets de la crise. Elle va être nécessairement très impactante. Peut-être que vous avez regardé la note de la Commission des finances du Sénat qui parle d'un montant de l'ordre de 4,9 milliards de pertes de recettes pour les collectivités locales sur 2020-2021. Les effets économiques seront là aussi majeurs pour les entreprises de vos territoires. Et donc, il y aura un enjeu au moment de la reprise qui sera celui de réussir à relancer rapidement les activités et les dynamiques. Je parlais tout à l'heure des déclarations d'urbanisme. La capacité à sortir rapidement du processus d'instruction en sortie de crise sera déterminant dans la capacité à relancer, par exemple, le secteur du BTP. Et donc, du coup, s'y être préparé, c'est aussi une manière de limiter les effets de la crise le moment venu sur le secteur de l'urbanisme, sur le secteur de l'économie, sur le secteur aussi globalement du vivre ensemble. Et puis, troisième objectif, sans doute un peu plus opérationnel, mais qui découle des deux premiers, c'est un objectif de hiérarchisation et de planification de l'action, c'est-à-dire avoir planifié la manière dont on procédera pour pouvoir, en quelque sorte, avoir un ordre de priorité établi et pouvoir faire les choses de manière relativement fluide, en se dégageant ces questions-là pour les moments où actuellement, dans la phase de crise et en fonction, encore une fois, du stade dans lequel vous êtes et du niveau d'intensité de la quotidienneté de la crise que vous avez à gérer, vous pouvez ou pas traiter ce sujet. Un élément, à mon avis, extrêmement important à prendre en compte, alors qui vaut, à mon avis, de manière générale pour tout processus de reprise d'activité, mais qui vaudra sans doute encore plus dans le cadre de la crise qu'on vit là, c'est la dimension, et j'insiste sur le terme, progressif de la reprise d'activité. Il y a des raisons endogènes à ça, liées à la collectivité elle-même. Typiquement, le jour où vous allez organiser le premier conseil municipal que vous pourrez organiser, vous ne pourrez pas traiter toutes les délibérations que vous auriez dû passer. Donc, il faudra nécessairement prévoir cette progressivité. Et puis, il y a des facteurs exogènes. Et là, je vous ai dit, je ne ferai pas d'analyse médicale, ce n'est pas mon métier, mais clairement, ce qu'on peut imaginer, si on pose des hypothèses, c'est de se dire que, et d'ailleurs, Édouard Philippe s'est prononcé sur ces choses-là ces jours derniers, la sortie de confinement sera sans doute progressive, se fera sans doute par étapes et avec des jalons différents peut-être d'un territoire à l'autre ou d'un temps à l'autre. Et donc, du coup, prévoir cette progressivité, l'intégrer comme un élément permanent et structurant de la reprise d'activité me semble être quelque chose d'extrêmement important. Voilà, Joël, on passe à la slide suivante. Alors, la slide suivante, elle a vocation à illustrer ce propos un peu théorique parce que c'est important de partager ensemble sur quelques éléments, j'allais dire, de méthodologie.
mais l'idée c'est aussi d'illustrer, alors avec beaucoup de modestie. Vous avez là l'avancement du travail qu'on est en train de faire à la ville de Brest et à Brest Métropole, que la Gazette m'a demandé de partager avec vous. Bien entendu, hein, c'est une pratique. J'espère que ce sera une bonne pratique. C'est sans doute pas la seule possible, mais l'idée c'est d'illustrer, hein, et puis de mettre ça dans la discussion collective en open source pour que ceux d'entre vous qui aient envie de vous en inspirer, vous puissiez vous en inspirer, et puis ceux d'entre vous qui avaient des bonnes idées à nous partager pour améliorer la proposition qui est faite là, vous puissiez aussi le faire. Alors, quelques éléments de méthodologie qu'on a posés dans ce membre prise d'activité, qu'on initie juste, hein, donc on est vraiment sur du travail en cours de se faire. On le partage vraiment sans prétention. C'est, je l'ai dit, de considérer que ce PRA il est indissociable du plan de continuité des activités. Et donc, les éléments méthodologiques sur lesquels on est passé là tout à l'heure, je crois qu'il faut aussi les expliquer dans nos conseils de direction, dans nos comités de direction, le dire à nos cadres, à nos agents. Et en même temps, il applique un exercice éminemment stratégique de synthèse direction par direction des impacts de la crise, de comment on va faire pour s'en sortir, pour revenir à une meilleure situation. Et donc, on a choisi de l'orienter en 4 dimensions. C'est la slide suivante que vous avez aperçue à l'instant et sur laquelle Joël va pouvoir revenir. Les 4 dimensions, c'est quoi? C'est d'abord une étape de diagnostic. Hein. Essayez d'identifier dès maintenant quels seront les impacts majeurs de la crise secteur par secteur. Hein, et se dire, quelle que soit la date à laquelle on sortira, je prends l'exemple d'une direction de la culture, il y a un certain nombre d'événements qui ne pourront pas se tenir. Donc, du coup, il y aura des impacts sur nos partenaires, sur notre activité, sur l'envie de vivre ensemble, sur telle ou telle action qu'on avait prévu de mener avec le secteur éducatif et qui ne pourront pas se mener, hein, sur tel ou tel apprentissage au conservatoire qui nécessiteront qu'on soit sur des effets de rattrapage. Hein. En tout cas, essayez de se dire quelles sont les étapes, quels sont les éléments de diagnostic en prenant un peu de recul, on essaye de poser pour commencer, hein, avec là encore une fois beaucoup de modestie, pour commencer à penser, hein, quels seront les éléments majeurs de la sortie de crise. Deuxième élément essentiel, qui à mon avis, hein, c'est pour ça que je voulais entourer en rouge, c'est le cœur de la démarche, c'est une priorisation de la reprise des activités, hein, qui doit passer par une hiérarchisation vraiment de l'ensemble des dossiers. Troisième élément, c'est une identification des conséquences financières de la crise pour la collectivité, mais aussi pour ses partenaires. Et puis, le quatrième élément, on en parlait tout à l'heure, c'est la question du rapport au retour d'expérience, hein, dont je vous dirai quelques mots pour terminer tout à l'heure. Alors, si on essaye de balayer ces items les uns après les autres, et qu'on va à la slide suivante, Joël, sur l'item numéro 1, je suis désolé, du coup, c'est en tout petit, mais vous pourrez le consulter de manière plus lisible, peut-être sur le replay. Ce qu'on va demander à nos cadres de travailler, c'est d'essayer d'avoir un premier exercice de lecture conjointe de quels seront les impacts de la période qu'on vit sur plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est les impacts sur chacun des secteurs. Les impacts, deuxième niveau, organisationnel et humain. Hein, qu'est-ce que ça va donner en termes d'organisation? Les impacts financiers, on y reviendra de manière plus détaillée tout à l'heure. Les impacts pour les partenaires, les bénéficiaires de l'action publique. Voilà. Essayez de faire une première analyse. Alors, elle n'a pas vocation à être complète parce qu'on ne va pas demander au cadre de savoir dire dès maintenant comment est-ce que
ça se passera dans un mois, 2 mois, 6 mois. On ne peut pas lire dans le marc de café, mais simplement se forcer à faire cet exercice, c'est aussi se dire que pendant toute la période qui nous mène de maintenant jusqu'à la sortie de crise, on pourra actualiser, avoir ça en quelque sorte en réflexion générale, alimenter la réflexion là-dessus, l'avoir dans un coin de notre tête de manière à avoir des synthèses qui seront relativement rapides à faire au moment où on aura besoin de se poser, hein, où les bras nous tomberont, on n'aura qu'une envie, c'est d'aller boire un coup plutôt que de se dire bon, je fais la synthèse de mes impacts. Deuxième enjeu essentiel, c'est celui de la priorisation de la reprise d'activité sur la slide suivante. Alors, on a beaucoup discuté avec les collègues quand on a construit cette méthodologie en se disant comment est-ce qu'on travaille là-dessus. Alors, premier élément, c'est qu'on s'est dit que sur cette analyse de la reprise d'activité, il y avait deux choses à faire. Il y avait d'abord tout ce qui relève du sectoriel, politique publique par politique publique, de l'identification des dossiers prioritaires à réactiver, et puis qu'il y avait aussi tout un volet transversal qui nécessitait là qu'on ait une réflexion globale à l'échelle de la collectivité. Donc, première dimension sur le plan des priorités politique publique par politique publique, on a privilégié de retenir 4 niveaux de priorité en partant à partir d'une espèce de matrice d'Eisenhower qu'on a mis à notre sauce et qui permet d'identifier les sujets sur 2 critères. Le premier étant l'urgence de la décision et le deuxième étant l'importance de la décision. Et assez classiquement, hein, ce qu'on est en train de demander à nos cadres, c'est de recenser l'ensemble des dossiers qu'il faudra reprendre en se disant, un, quels sont les dossiers qui sont à la fois urgents et importants, parce que ceux-là, ils doivent passer en premier lieu. 2, quels sont les dossiers sur lesquels peut-être il y a un degré d'importance un peu plus faible, qui ont peut-être un peu moins de dimension stratégique, mais pour lesquels il y a des questions de délai qui sont extrêmement importantes. Troisième niveau, c'est les dossiers sur lesquels, a priori, ou en tout cas à ce stade, on n'a pas d'urgence particulière, mais qui sont éminemment importants, qui sont stratégiques, parce que ceux-là, il faudra qu'on leur porte une attention particulière. Et puis, le quatrième niveau, c'est le niveau du reste de l'activité, qu'il ne faut pas néanmoins qu'on perde de vue, parce qu'il faudra d'une manière ou d'une autre le traiter. Et quand je dis le traiter, c'est faire un choix entre soit au regard du contexte qui sera le nôtre, maintenir en niveau 4 et donc avec des délais qui seront, ou bien faire des choix stratégiques, de se dire telle ou telle chose, tout simplement, on les abandonne, on passe à autre chose, on travaille sous d'autres manières. Donc, je vous ai mis ensuite sur les quelques slides suivantes les quelques éléments qu'on a construits pour permettre ce recensement. Joël, si on va sur la suivante, par exemple, je vous ai mis un exemple. J'ai mis pour les collègues, pour illustrer et pour aider à la démarche. Un exemple, c'est par exemple quand on va rouvrir les écoles de manière générale, il faudra qu'on informe les familles, il faudra qu'on remette les bâtiments en état normal, qu'on nettoie les zones qui ont été occupées par le dispositif de crise. Et donc, on aura un certain nombre d'actions à engager en priorité là-dessus. Et en même temps, il faudra qu'on fasse attention parce qu'on a des points de vigilance ou des conditions de réalisation qui sont importantes et qu'il faut qu'on ait en tête. Nécessairement, si on veut rouvrir les écoles, il faudra qu'il y ait une décision nationale permettant de le faire, une abrogation des textes qui ont restreint cette activité. Donc, il faudra qu'on soit en veille sur cette condition de réalisation. Et puis, on a des échanges spécifiques, parce que si on est amené à rouvrir en période scolaire ou à la rentrée de septembre simplement, ou bien dans la période des ponts de mai, ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences en termes d'organisation, en termes de mode de travail. Donc, il faudra qu'on le prenne en compte, avec, par exemple, une problématique. Si on veut être en situation de rouvrir de manière confortable pour la rentrée de septembre, ça veut dire que le processus d'inscription dans les écoles qu'on a un petit peu mis en suspens pendant la période, peut-être qu'il faut qu'on le réactive assez rapidement pour être en mesure de faire cette reprise d'activité dans des conditions qui soient confortables pour tout le monde.
Voilà, donc on a établi secteur par secteur, enfin on a établi une méthodologie globale qui a vocation à être remplie secteur par secteur. Alors là vous avez les dossiers de niveau 1, c'est-à-dire urgent et important, et puis on a construit une matrice sur les slides suivantes, Joël, sur les 2 slides suivantes, des dossiers urgents, des dossiers importants, et puis dernière slide des autres dossiers, et j'attire votre attention là-dessus. C'est aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup échangé avec le petit groupe de cadres que j'ai associé et qui m'a été très utile pour travailler ensemble en intelligence collective cette méthode, c'est de se dire qu'il y a aussi des choses qui représentent tellement peu d'urgence que peut-être simplement on peut se dire qu'ils ne sont pas nécessaires et que on le fera dans d'autres moments. Typiquement, si j'avais, l'exemple vaut ce qu'il vaut, et si j'avais prévu d'organiser un séminaire d'équipe, en soi, la charge de travail ne permettra pas de le faire, c'est pas grave, je le ferai l'année prochaine et j'organiserai mon management de manière différente sans faire ce séminaire d'équipe. Voilà, c'est tout, c'est la vie, il n'y a pas d'impératif. Voilà sur cette première phase de notre travail, qui est une phase d'identification secteur par secteur de ce que devront être nos ordres de priorité au moment de la reprise. Alors, on est là dans la phase où on est en train de terminer cette méthodologie, on est en train de l'officialiser auprès de nos cadres. Il y a peut-être d'ailleurs certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, et on va direction générale adjointe par direction générale adjointe la semaine prochaine amener le document de synthèse de tout ça dans les équipes pour avoir un échange avec chacune des directions et leur permettre de commencer à penser la déclinaison de ce travail sectoriel dans un contexte où chacun va mobiliser en fonction de ses capacités, de sa temporalité, et puis où on a conscience que ce qu'on demande là, c'est une remontée stratégique au niveau de la direction générale. Alors, notamment dans une grosse collectivité, dans une petite collectivité, ça peut se faire plus facilement et peut-être plus simplement, mais que sur un travail de cette ampleur à l'échelle d'une métropole, par exemple, il y a un minimum de temps nécessaire pour que derrière, ce soit chaque équipe qui s'en saisisse et que les directeurs, directrices aient le temps d'en faire une synthèse qui soit une synthèse d'aide à la décision. Donc, premier volet sur lequel on les sollicite, c'est cette question de l'identification sectorielle des sujets, politique publique par politique publique. Il y a dans le même temps, si on va sur la slide qui était juste visible à l'instant, Joël, une priorisation aussi des décisions transversales qui semblent nécessaires de prendre. Alors, on a identifié là-dessus un certain nombre d'items extrêmement importants. Sur la slide suivante, vous avez tous les éléments qui sont liés aux décisions transversales qu'il faudra qu'on prenne. Et donc, le PRA, c'est aussi l'occasion de demander aux collègues de réfléchir avec nous à l'ensemble de ces éléments. Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse sur le plan financier, sur le plan RH, sur le plan managérial, sur le plan de la com interne, sur le plan de la relation avec les usagers, sur le plan de la com externe. Et là, derrière ces 6 champs, il y a sans doute tout un tas de choses. Et donc, on essaye de le penser collectivement en se disant sur quoi est-ce qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant en sortie de crise, dans un moment où on aura peut-être l'esprit un peu fatigué et où il ne faut pas qu'on zappe une étape. Peut-être que l'ADM qu'on avait prévu de faire en juillet, elle sera passée à l'as, peut-être que les calendriers seront recalés. Et donc, peut-être qu'il faudra qu'on soit amené à prendre une DM qui aussi fasse la récapitulation sur le plan financier de l'ensemble des décisions financières qu'on aura prises au cours de la période. Et donc, il y aura potentiellement engagé un certain nombre de crédits de paiement qu'on avait prévu à d'autres fins dans le budget primitif. Sur le plan RH, sur le plan de la communication interne, sur le plan aussi de la communication avec les usagers, il y aura sans doute un certain nombre d'informations qu'il
il faudra qu'on repasse aux usagers pour leur expliquer comment est-ce que se fait cette sortie de crise. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de la reprise de l'école. Il faudra qu'on ait une communication dédiée spécifiquement sur ces sujets-là. Et donc, l'idée, là, c'est de la capitaliser, de la recenser pour pouvoir l'analyser de manière stratégique. Étape transversale également, sur la slide suivante, Joël, c'est toute la question des chantiers, des investissements et des actes qui vont de pair. Les chantiers sont un peu en stand-by, pas nécessairement tous. Il y a des chantiers qu'on avait prévu de lancer et puis avec une planification qui était prévue pour l'année, une PPI qui était dans le contexte d'entrer dans le nouveau mandat en train de s'organiser sur le plan administratif pour pouvoir solliciter l'avis des élus. Bon bah voilà, la crise elle remet sans doute un peu tout ça à plat et donc il faudra qu'on reconstruise l'ensemble de ce processus là aussi en se donnant des priorités. Alors vous le voyez sans doute pas de manière très détaillée sur votre écran, mais la petite case du milieu, justement, c'est celle de l'identification des priorités de 1 à 4 entre l'urgent et l'important d'une part et le non urgent de l'autre. Dernier sujet sur la slide suivante, qui est aussi extrêmement important dans cette dimension transversale des décisions à prendre, c'est la question de l'événementiel, des manifestations, parce que notamment à Brest, on aime bien faire la fête, et donc il y aura un impact sur un certain nombre de manifestations. Donc on est là déjà en train de lister l'ensemble des manifestations qui, dans la période de confinement et en fonction des hypothèses qu'on peut prendre de sortie de crise à tel ou tel moment, seront amenés à être soit annulés, soit reportés. Et donc, de voir comment est-ce qu'on organise tout ça. Donc, premier élément, le diagnostic. Deuxième élément, ce listing des ordres de priorité à poser secteur par secteur. Troisième élément, qui est pas des moindres, c'est l'identification des conséquences financières de la crise. Et à ce niveau-là, il faudra qu'on prenne en compte, à mon sens, deux niveaux. Le premier, c'est celui des finances de la collectivité proprement dite. Alors, on a posé à ce stade 4 axes d'analyse, peut-être qu'il y en a d'autres, je serais preneur dans la discussion que vous les identifiez le cas échéant. D'abord, potentiellement, du fait de la crise, il peut y avoir des pertes de recettes, il peut y avoir des dépenses exceptionnelles, il peut y avoir des fonds d'aide sectoriels aussi, en fonction des décisions nationales qui seront prises, qu'il faudra penser sectoriellement à solliciter dans une approche transversale pour la collectivité. Et puis, il y a aussi des non-dépenses, des choses qu'on avait prévu de faire et qui ne vont pas se faire, et donc il faudra qu'on analyse tout ça. Donc, on a recensé ces 4 items en essayant de les approfondir secteur par secteur dans une approche un peu cohérente à l'échelle de la collectivité. Et puis, deuxième élément, c'est bien entendu l'impact pour les partenaires, parce que entre les délégataires de services publics, les CEM, les associations partenaires, les clubs divers et variés, les fournisseurs qui seront les nôtres, il y aura sans doute des impacts financiers, économiques importants. Et donc, là aussi, il n'est pas inutile de commencer dès à présent un petit recensement de tout ça. Dernier élément de cette démarche, c'est l'identification des premiers éléments de retour d'expérience. Alors, ça a suscité de nombreuses discussions, le fait de savoir s'il fallait ou pas intégrer à ce stade de la sollicitation sur une première version de PRA des éléments de retour d'expérience. Il y a 2 doctrines en la matière. La première, qui est sans doute la plus orthodoxe, consiste à dire un retex, et je suis assez en accord avec ça sur le fond, un retex, un retour d'expérience, ça doit se faire quand l'événement est terminé. On ne peut pas faire de retex si on est encore dans la gestion de crise. Et ça, c'est vrai. Et dans le même temps, il y a aussi
dans cette phase qu'on est en train de vivre, un certain nombre d'éléments auxquels on pense au quotidien, et on dit tiens, ça il faut qu'on en garde la traçabilité, c'est important de le capitaliser, il faudra qu'on pense à le mettre dans le Retex. Et donc, dans cette démarche de travail sur le PRA, ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié plutôt une doctrine un peu hétérodoxe, qui consiste à dire qu'il ne s'agit pas de faire le Retex avant le Retex. Mais il y a sans doute un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut qu'on capitalise et c'est important dès maintenant d'essayer d'en garder la trace. Donc, en quelque sorte, là aussi, c'est une page blanche laissée aux collègues directeurs qui vont alimenter ce plan de reprise des activités en disant à quoi est-ce que, dans ce qu'on est en train de vivre au quotidien, il faut qu'on pense pour ce Retex de manière à l'alimenter. Je suis un peu long et puis j'imagine que vous avez des tonnes de questions. Je ne suis pas sûr d'avoir les réponses, mais au moins vous aurez les questions. Quelques conclusions de nature managériale. Peut-être en forme d'espoir, parce que dans une période de gestion de crise, c'est aussi important de garder une forme d'utopie, une forme d'espoir. Il y aura sans doute des effets en termes de transversalité, de créativité. Hein. Il y a sans doute dans les équipes des cadres qui se sont révélés, des sujets lourds, des sujets durs, des sujets fatigants aussi. Et donc, les trois règles qu'on essaye de se fixer au quotidien, c'est de laisser du temps de repos, de laisser la vague passer, c'est-à-dire pas se mettre trop de pression sur ce PRA, mais se dire qu'on engage simplement un travail et puis remercier toujours en essayant là aussi de tirer les conséquences positives qu'on pourra, je l'espère, tirer de cette crise. Voilà pour ce propos méthodologique et puis je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en échange. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je vais prendre les premières questions. Alors, désolé pour la diffusion, on a eu un souci donc, de diffusion là, par rapport à la diffusion de Gwenaël. Donc, du coup, j'ai dû prendre la main et du coup, j'ai dû à un moment donné couper certaines choses pour pouvoir, pour que le webinaire puisse se passer dans des conditions, on va dire, les plus confortables possibles. Hein. Alors, je vais commencer à regarder du coup les questions. Bon, déjà, Gwenaël, bon, une remarque, quelqu'un qui dit c'était vraiment super intéressant, merci beaucoup. Voilà, donc c'est bien aussi de remonter ça. Donc je vous remercie et j'en profite aussi pour remercier Gwenaël pour effectivement déjà il a consacré du temps à cette présentation et voilà c'est toujours voilà, c'est toujours appréciable. Alors apparemment c'était assez clair. Voilà, quelqu'un qui pose la question de la mise en place des modalités en ressources humaines. Donc, est-ce que, du coup, je suppose que ça fait partie d'un des chantiers que tu as indiqué sur tout ce qui pose des congés, RTT, etc., toute la gestion, on va dire RH post-reprise. Ouais, c'est des vraies questions. Je ne suis pas sûr qu'on ait toutes les réponses, hein, mais effectivement, la question de la prise de congé se posera. On arrivera sans doute aussi sur une période estivale qui est habituellement propice au congé et au repos. Il faudra aussi savoir le respecter. Dans le même temps, dans un certain nombre de secteurs, on sera aussi en plein pic d'activité. Hein. Pensons au secteur de la culture, c'est le secteur qui habituellement, ou au secteur touristique, hein, c'est les secteurs qui habituellement l'été tournent à fond. Et donc là-dessus, en termes managériels, enfin, le conseil que je peux vous donner, mais je pense que c'est un conseil de bon sens, c'est de faire extrêmement attention au niveau de fatigue que les uns et les autres, y compris nous-mêmes, hein, on garde et dont on se prémunit sur cette phase de gestion de crise, qu'il s'agisse de la période de gestion de crise et aussi de la période de reprise d'activité, parce qu'il peut y avoir des épuisements à se vivre et on est tous très différents d'une personnalité à l'autre dans sa capacité à tenir la fatigue, à tenir aussi le choc émotionnel, le stress que ça représente. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais en la matière. Il y a d'abord et avant tout des êtres humains avec lesquels on travaille et il faut être vigilant à ces éléments-là, me semble-t-il. Donc c'est un élément important. Après, effectivement, hein, il y a tout un tas de sujets RH, c'est pas le cœur de notre propos aujourd'hui, mais qui se posent autour de
la crise, en termes de primes, de prise de congés, de mode d'organisation. En termes managériels, je le disais aussi tout à l'heure, il y a des cadres qui vont avoir été mobilisés sur des sujets qui ne sont pas du tout leur cœur du métier. Et je peux comprendre hein, que par certains aspects, revenir sur ces tâches habituelles, ça peut susciter un peu de frustration au moment de la reprise d'activité. Donc il va sans doute y avoir aussi des choses à accompagner en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de parcours de carrière. Et en même temps, c'est là aussi que vont s'exprimer les effets de transversalité, de créativité qu'on aura vécu au cours de la gestion de crise. Dans notre malheur, il faut savoir capitaliser ces éléments-là. J'ai une autre question. Quelqu'un qui demande qui y avait en fait dans le groupe projet en fait que tu as constitué pour réfléchir à ce PRA. Oula, alors en gestion de crise, les quelques personnes qui avaient un peu de temps pour le faire, donc moi j'y ai passé un petit peu de temps, y compris du temps du soir ou du matin tôt. Ma collègue directrice des finances m'a aussi beaucoup aidé sur le sujet en préfigurant un certain nombre de choses, en posant des bonnes questions et puis comme elle avait travaillé sur le plan de continuité des activités, sur le plan des manifestations culturelles, elle a fait jonction avec le PRA sur ce sujet-là. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé des gens, des cadres de l'organisation, des directeurs de l'organisation, directeurs et directrices, en me disant qu'ils allaient être amenés à remplir cette trame et qu'il était important de la partager avec eux. Et puis, bien entendu, j'ai sollicité les collègues de la direction organisation, hein, service projet, qui ont la patte un peu plus méthodologique et donc dont le regard était intéressant. Et donc, du coup, j'ai fonctionné en 3 niveaux. Une première préfiguration dans un cadre un peu limité pour avoir une première version. Ensuite, un cercle plus élargi, avec y compris des spécialistes de l'organisation qui ont soulevé les bonnes questions méthodologiques. Et puis après, une phase en quelque sorte qui n'est pas encore de l'ordre du prototypage, mais qui est de l'avis sur les gens qui vont avoir à remplir ce document de PRA qui est un peu volumineux, hein, il fait 14 pages, et donc que j'ai sollicité en disant quand vous allez recevoir ce document, comment est-ce que vous le comprenez ou pas, est-ce qu'il correspond dans des champs aussi divers que l'urbanisme, la culture, le sport, les ressources. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous y retrouvez? Et est-ce que vous voyez comment, au travers de cette matrice, vous remontez l'information stratégique dont nous, à la direction générale, on aura besoin à un moment pour vous accompagner dans cette reprise d'activité. Donc, on a procédé plutôt sur ces 3 étapes. Et puis, il y a une 4e étape, bien entendu, qui est extrêmement importante. Et je le disais, c'est en filigrane de l'ensemble du processus. C'est que le PRA, c'est un élément en soi du plan de continuité. Et donc, du coup, les instances de gestion de crise qu'on a organisées dans la collectivité pour accompagner la crise, elles ont aussi leur légitimité décisionnelle sur ce PRA. Donc, il a été examiné dans le comité technique dédié et puis dans la cellule de crise, bien entendu, qui a pris les orientations et validé officiellement le lancement de ce travail qu'on va commencer. Là, on vous est vraiment en temps réel. C'est en train de se faire maintenant. Oui, parce que du coup, il y a aussi des questions qui portent sur un certain nombre de parties prenantes qui pourraient être associées à ce PRA. Notamment, il y a une question sur est-ce que comment on associe les associations, les OS, pardon, les organisations syndicales au processus? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Et oui, si oui, comment? Tu l'as un peu abordé là. Et les élus. Du coup, comment faire du coup pour aussi porter ce projet-là auprès des élus pour du coup qu'ils puissent également le porter? Pour moi, à ce stade, on est vraiment sur un outil de pilotage administratif de l'organisation. Donc,
les OS, on ne va pas les embêter avec ça tout de suite parce que je crois qu'il y a déjà énormément de choses et énormément de travail à se faire entre les directions de ressources humaines et les représentants du personnel. Je ne suis pas sûr que ce soit leur sujet du moment. En même temps, en toute transparence, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, chacun le vit aussi dans sa collectivité avec son propre contexte, son propre rapport au dialogue social. La part des élus, la réponse, à mon avis, est un peu la même. C'est-à-dire que les élus, ce qu'ils en savent, c'est qu'il y a un travail qui est en train de se faire sur du processus d'aide à la décision qui leur sera essentiel au moment où ils en auront besoin. Donc, on est dans cette logique-là à ce stade. Et puis, une fois qu'on aura, mais on n'en est pas encore là, hein, c'est pour ça que je disais qu'on vous exprimait les choses aujourd'hui avec beaucoup de modestie, une fois qu'on aura capitalisé l'information secteur par secteur et de manière transversale dans la collectivité, on pourra se poser la question, effectivement, de le présenter aux élus, de l'intégrer dans les éléments de dialogue social. Mais il faut faire attention non pas, aussi à ne pas faire les choses trop tôt de ce point de vue-là. Ça pourrait être contre-productif et mal compris. Ah, allô? Il y a eu une coupure de... Allô? Gwenaël, on t'a perdu. Ah, on t'a perdu là quelques instants. Ok, très bien. C'est moi alors du coup qui est perdu, c'est le problème des fois des connexions. Alors du coup, il y a beaucoup de questions, et aussi beaucoup de remerciements, Gwenaël, hein, sur ta démarche, sur ce que tu as fait, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de commentaires positifs et sur le côté aussi très concret. Donc il y a pas mal de questions autour des élus, du politique. Il y a en partie répondu. Parce que si je reformule un peu ce que tu as dit, finalement, quelque part, ce que tu décris là, c'est finalement une approche méthodologique un peu en chambre où vous travaillez déjà à une reprise de l'organisation. Et à partir du moment où cette organisation, si j'ai bien compris, va se mettre en œuvre, ben là, il s'agira du coup de pouvoir, comment dirais-je, la faire redémarrer quand il sera temps de le faire. Alors, dans les questions, alors, bien évidemment, je sais pas, une remarque, mais qui tu vas répondre sans doute très vite. Est-ce qu'il y avait déjà un PCA chez vous? La réponse est oui. Alors, comme je pense dans pas mal de collectivités, il y avait un PCA qui avait été bossé de longue date, qui a été réactualisé courant du mois de février quand on a su qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Après, là aussi, un PCA, c'est un outil méthodologique qui doit nécessairement s'adapter aux configurations du moment. Donc concrètement, moi je le dis sans difficulté, le PCA qu'on a aujourd'hui, quel jour on est, 2 avril, il est différent du PCA qu'on avait le 22 mars, qui lui-même est différent du PCA qu'on avait le 20 mars, et qui lui-même est différent du PCA qu'on avait le 15 février, et à fortiori du PCA qu'on avait au 15 décembre. Et donc, ce qui est important, me semble-t-il, dans la notion de plan de continuité, c'est les éléments de management du risque qui l'emportent. On ne sait pas dire, enfin, moi le premier, j'avais pensé début mars des organisations dégradées, en disant y compris à des gens, bah tiens, potentiellement, je vais être obligé de te mobiliser sur telle ou telle chose. Et puis en fait, les hypothèses qu'on avait posées, elles se sont levées. Et donc les gens à qui j'avais dit, par exemple, peut-être qu'on sera amené à organiser une plateforme de babysitting, bon, on n'a pas eu besoin, et tant mieux, ils sont passés à d'autres choses. Ce qui est extrêmement important néanmoins dans le PCA, c'est que les éléments méthodologiques viennent emporter la chaîne de commandement, l'habitude de traiter ce type de sujet, une certaine préparation des uns et des autres, au fait de se dire que quand la crise va survenir, on est prêt, on sait être réactif. Et donc, pour être réactif, c'est les 3 phases que j'identifiais tout à l'heure. Pour être réactif, il faut avoir su anticiper, et puis il faut avoir aussi su anticiper, capitaliser et apprendre des crises précédentes. Donc, sans doute, est-ce que si on a une nouvelle crise du même type dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 4 ans, on y sera préparé de manière différente?
Sauf qu'aujourd'hui, encore faut-il passer la crise et c'est ça l'enjeu du moment. Et donc ça, ça nécessite beaucoup d'adaptation et puis beaucoup d'agilité. Et c'est là aussi qu'on voit quelle est la force du management. On en discutait avec mon DGS l'autre jour dans le cadre d'un échange qu'on avait avec un journaliste de la Gazette des communes qui nous interrogeait. Heureusement que dans nos collectivités, et parfois certains l'oublient, vu de l'extérieur, heureusement qu'il y a des valeurs de service public, c'est ça qui nous anime, et on voit bien que les collègues, et nous y compris, on ne s'est pas posé de questions. C'est ça qui fait le sens de notre travail. Ok. Une question aussi que je trouvais, enfin, parmi tant d'autres, qui est intéressante, c'est est-ce que, par exemple, vous avez réfléchi à Brest à des cellules psychologiques post-confinement? En gros, est-ce que vous avez prévu un accompagnement? Est-ce que ça fait partie des hypothèses de travail, même si là, on rentre un peu en capillarité dans des domaines un peu plus spécifiques, mais est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte? On en est à ce stade plutôt sur la réflexion. C'est un bon sujet sur la reprise d'activité. Sans doute qu'il y aura effectivement des sujets à travailler de ce type-là. On en est plutôt à ce stade déjà sur les cellules d'écoute et d'accompagnement en gestion de crise, à la fois pour les collègues qui vont ou qui vivent des choses dures sur le terrain. Alors, je touche de la peau de singe, mais c'est vrai que nous, on a la chance au bout de la Bretagne de ne pas être touchés actuellement comme le sont d'autres régions. Espérons que ça vienne pas, mais il peut y avoir ces éléments-là. Donc, on a plutôt focalisé notre attention à ce stade là-dessus. Moi, je suis extrêmement vigilant et avec les collègues, on l'est aussi sur le niveau de fatigue des uns et des autres parce que on sait que tout peut aller très vite, donc il faut rester dans un fonctionnement où les uns et les autres on sait se relayer, où les doublons sont aussi posés pour que si moi je suis malade demain, il y ait quelqu'un qui sache faire en mon absence. C'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Et on s'est focalisé aussi vis-à-vis de la population sur les dispositifs d'écoute, d'accompagnement. Je crois qu'il y a là-dessus deux points extrêmement importants. Le premier, c'est celui des gens qui sont en situation d'isolement ou en situation de fragilité sociale ou psychologique et qui sont tout seuls chez eux et qui ont encore plus besoin que d'habitude de liens sociaux et d'être accompagnés parce qu'ils n'ont même pas la possibilité de descendre, discuter dans la rue, aller voir leurs voisins ou croiser des gens dans les commerces. Donc on a essayé d'activer un certain nombre de dispositifs sur ce plan-là. D'abord en activant le registre des personnes vulnérables et en l'alimentant et en étant à l'écoute des professionnels nous remontant des situations pour vérifier la situation de chacune de ces personnes dans ce fichier. Aussi en allant activer les systèmes d'écoute de nos partenaires plus ou moins spécialisés, mais on a par exemple une association de personnes âgées qui a un dispositif d'accompagnement et d'écoute pour les personnes en difficulté. Il y a SOS Amitié qui existe, la Croix-Rouge a lancé des choses au niveau national, puis il y a des choses plus spécifiques autour de telle ou telle problématique particulière. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé le recensement et le relais auprès des habitants de l'existence de ces dispositifs pour qu'ils puissent être visibles et que les gens puissent y avoir accès. Et puis, il y a un deuxième champ qui est extrêmement important, moi qui me tient beaucoup à cœur, c'est le champ de l'éducation, sur lequel les conditions de la continuité pédagogique dans le contexte de confinement sont générateurs d'énormes disparités sociales et culturelles. Et donc, du coup, moi-même, je le vis avec mes enfants en étant cadre sup et en ayant la possibilité de me déplacer et de venir au travail tous les jours. Pour une famille confinée qui n'a pas nécessairement
tous les éléments, tous les outils, y compris les outils numériques, pour pouvoir faciliter cette continuité des apprentissages, ça va avoir des effets qui sont dramatiques. Donc, on a renforcé là aussi nos dispositifs de mobilisation vis-à-vis des familles dans leur rôle pédagogique et éducatif. Alors, avec là aussi énormément de modestie, hein, parce qu'on a un dispositif de réussite éducative, on l'a maintenu, mais ça n'a nécessairement pas le même impact. On ne peut pas accompagner les enfants par téléphone ou les familles par téléphone avec un coup de fil par semaine de la même manière que quand on les a en face à face avec des documents sous la main, la possibilité de regarder des choses ensemble, de travailler y compris avec des repères physiques, une interconnaissance des mécanismes de communication non verbale. Et donc on a essayé de maintenir ces choses-là et puis on a essayé de mobiliser aussi l'ensemble des acteurs du projet éducatif et citoyen autour de cette question pour que les associations, les partenaires, les associations de parents d'élèves continuent à prendre soin de leurs adhérents, de leurs proches, des personnes qu'elles savent pouvoir être en difficulté, de manière à les accompagner au mieux, avec encore une fois beaucoup de modestie quant à la capacité à faire ce genre de choses avec des outils numériques ou téléphoniques. J'ai plusieurs questions là qui sont intéressantes. Alors, une série de questions qui portent aussi au fonctionnement du groupe projet. En gros, le projet a été construit sur combien de temps? 2 semaines, un mois, plus. Enfin, là, forcément, c'est limité parce que c'est le début de la crise, mais tu imagines fonctionner sur combien de temps alors, et aussi, à quelle fréquence tu réunis ton groupe projet? Concrètement, là, ça fait une petite dizaine de jours qu'on travaille dessus. Donc, on est parti très tôt. Moi, c'était un point de vigilance que j'avais de dire il faut très rapidement qu'on réfléchisse à la reprise d'activité. Au départ, les collègues m'ont ainsi dit, et sans doute à raison, hein, Gonel, va pas trop vite, ça sert à rien de penser la reprise d'activité tout de suite. On est déjà en gestion de crise. Je pense qu'effectivement, on a anticipé un peu les choses, ça nous permettra d'être dans le confort sur cette phase-là et pas de se mettre trop de pression. Après, plus la réalité, c'est que plus on sortira du confinement tôt et plus ce sera simple de reprendre les activités, plus on sortira tard et plus il faudra qu'on y soit préparé. Donc on mise sur cette dimension de temps sans vraiment du tout obérer la gestion de crise en elle-même parce que le cœur de notre problématique du quotidien, c'est bien ça. Après, on a réuni du coup dans cette dizaine de jours épisodiquement le groupe projet en fonction des besoins et on n'a pas nécessairement encore complètement structuré la manière dont on allait faire vivre la démarche et à quel rythme on allait la faire vivre parce que là aussi hein, on est dans une approche très itérative et qu'on va avancer chemin faisant. D'accord. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a une autre question là, qui était posée par rapport à ça, qui est en lien. Et est-ce que du coup, la conduite du PCA, du coup, les personnes qui pilotent, on va dire, le PCA au niveau de Brest, du coup, est-ce que vous mettez ça du coup en liaison pour du coup… Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai piloté le PCA depuis 15 jours et donc là, je vais repasser la main pour me concentrer sur le PRA, justement. Hein, dans une phase où les choses sont un peu routinisées et puis où la collègue qui est en charge de ça était du coup disponible pour pouvoir prendre la main. Donc, on s'est organisé comme ça. Pour moi, c'est un élément indispensable, c'est que la reprise d'activité, elle est intrinsèquement liée à la continuité des activités. Donc, il ne faut surtout pas repenser des groupes projets ou des méthodologies ou des chaînes décisionnelles à côté de celles qui sont les instances de pilotage de la crise et qui sont hyper précieuses. Enfin, je veux dire, on est dans. Moi, j'ai l'impression depuis 15 jours d'avoir des problématiques de temps qui sont démultipliés par rapport à ce que j'ai d'habitude.
C'est presque compliqué de gérer son temps quand on est en période de crise. En tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est quelque chose de très personnel. Peut-être que tout le monde ne le ressent pas de cette manière-là, mais je compte mes minutes là où habituellement je compte plutôt en dizaines de minutes ou en heures. D'immédiateté et de besoin de prendre des décisions hyper rapidement qui fait que ces instances de décision, elles sont hyper précieuses, donc il ne faut surtout pas les multiplier. D'accord, ouais, c'est important. Une question justement alors, parce qu'on a parlé d'organisation, etc., une personne qui dit, quel accompagnement finalement te semblerait pertinent de la part d'un centre de gestion auprès de communes plus petites et moins structurées? Donc la question, finalement, c'est de dire, OK, il y a un plan de reprise d'activité déjà pour des collectivités importantes, c'est déjà un énorme sujet, mais du coup, pour des ensembles plus petits, est-ce que tu aurais des conseils ou une idée par rapport à ça? Est-ce que les centres de gestion pourraient être d'une aide? Il y a dans un certain nombre de gestions peut-être que mon propos, bien entendu, sera contestable et peut-être contesté. Ce que je lis comme étant la puissance des centres de gestion, c'est d'abord leur capacité à faire réseau et deux, leur capacité à mutualiser des expertises. Donc, je pense que d'abord, ne serait-ce que amener les communes membres ou les établissements membres à être sensibilisés sur ces questions, mais peut-être à diffuser aussi des outils méthodologiques, c'est un premier élément. C'est ce que je fais moi en vous présentant cet exemple aujourd'hui. L'idée c'est surtout de partager et puis ce que nous on a fait très modestement, que ça puisse être utile à d'autres. Et je crois que là il y a un vrai rôle pour les centres de gestion en la matière. La deuxième dimension, c'est peut-être la dimension plus d'accompagnement organisationnel. Un certain nombre de gestions ont des services d'organisation, mais si la question qu'on posait, c'est quel peut être le rôle d'un centre de gestion en la matière, ce serait peut-être effectivement de mettre ces équipes organisation à l'œuvre pour accompagner les collectivités qui ont peut-être moins d'expertise pour le faire et pour structurer des démarches de ce type, ou en tout cas amener peut-être avec des outils très simples. Une petite commune, elle va avoir les mêmes questions à se poser, mais avec des questions peut-être très très simples et des processus qui seront beaucoup plus resserrés, beaucoup plus rapides. Et donc, peut-être donner les quelques outils méthodologiques peut être utile. En tout cas, les miens sont à disposition, ils sont en open source. Très bien. Que je regarde s'il y a encore d'autres questions, parce qu'il y a eu c'était plus des commentaires que des questions. Tu as pas mal d'éléments de commentaires de retour, tu les auras à connaître, parce que du coup, d'ailleurs, tous ces éléments sont entre guillemets enregistrés, donc on te les communiquera et tu pourras répondre à chacun en fonction de leur… Est-ce que dans les participants, moi j'aurais bien envie de renvoyer une question, c'est est-ce que dans les participants, moi je vous présente la situation qui est la mienne, mais il y a peut-être d'autres initiatives qui se sont prises. Moi je suis preneur éventuellement que ceux d'entre vous qui avaient déjà réfléchi à ces questions. J'ai eu un échange l'autre jour avec la DGS de la ville de Bagneux à ce sujet. Moi je suis preneur de les identifier et puis que du coup il y ait peut-être aussi un réseau d'expertise qui puisse se construire autour de ça, qu'on puisse partager entre pairs pour accompagner les autres au mieux. Oui, quitte à ce que d'ailleurs vous créez je sais pas, un groupe sur LinkedIn ou ailleurs, en tout cas un élément, un endroit où vous puissiez partager soit des ressources, soit des documents, des approches. Alors, il y a une personne qui réagit, mais pour l'instant, j'ai juste un bonjour, donc je ne sais pas si ça va aller plus loin. Voilà, en gros, les gens en tout cas, sont d'accord pour partager les mails. Enfin, certaines personnes sont d'accord pour partager les mails, etc. Donc voilà. Après, j'ai envie de dire, la balle sera dans le camp de chacun d'entre vous pour partager là-dessus. Alors, une question quand même de quelqu'un qui demande si tu as travaillé avec des conseillers en prévention des risques sur ce sujet. Non, pas directement à ce stade. D'accord. Oui. En même temps, c'est récent, donc pour l'instant. Mon équipe, l'équipe orga de la collectivité a des compétences en la matière.
on a une équipe de prévention qui est côté DRH. Mais très concrètement, aujourd'hui, notre équipe de prévention, elle est plutôt mobilisée sur la gestion de crise et c'était pas le moment de les embêter avec ça. Ouais, d'accord. Bien, écoute, Gwenaël, je regarde le temps. Bon, il est déjà 19h23, 25. Il y a beaucoup de commentaires, hein, beaucoup de commentaires positifs. Hein, donc, je pense qu'il y aura pas mal de choses. Non, mais écoute, il faut le dire parce que comme tu ne vois pas la salle, ils peuvent pas t'applaudir en direct. Mais voilà, J'avoue que c'est un peu déstabilisant de savoir que je parle à 144 personnes à l'heure actuelle, mais que. Plus que ça, en fait, on était à un moment donné on était plus de 200 à un moment donné hein, sur le webinaire. Hein. Mais Bah, du en tout coup, cas, c'est un voilà. plaisir. C'est un Pardon? plaisir. Vous n'hésitez pas, gwenaël.leblond avec un G à la fin, LEBLONG, @gmail.com. Et puis, à disposition de ceux qui souhaitent échanger plus longuement sur le sujet, bien entendu. Bon, écoute, tu as des applaudissements via le chat. Hein. Les gens t'applaudissent. Voilà. En tout cas, moi, je voulais vous. J'espère surtout que ce sera utile parce qu'on vit une période vraiment pas simple et je crois que on est beaucoup à se poser les mêmes questions. Il faut qu'on se les pose ensemble. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective en la matière. Ouais. Alors d'ailleurs, Gwenaël, il faudra voir, même avec la direction, enfin les équipes de la Gazette des communes. Je sais qu'à un moment donné, sur un autre sujet, notamment tout ce qui était, on va dire, partage de suivi sur la loi THP, par exemple, on avait été en relation avec une personnalité du monde territorial qui, du coup, avait partagé comme ça ces éléments de suivi méthodologique pour la communauté. Donc, dans ce cas-là, je verrai avec l'équipe de rédaction ce qu'il est possible de faire et s'il est possible de mettre à disposition des éléments qui pourraient servir à tout le monde. Hein. J'aurais juste dire un dernier mot avant de remercier tout le monde et spécialement Gwenaël. On a prévu également, donc, on organise ces webinaires un peu au fil de l'eau. Hein, avec Gwenaël, ça s'est fait de manière express. Hein, on l'a fait vraiment très vite. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre à tout un tas de problématiques qui naissent de cette crise. Sur les aspects RH, il y a eu plusieurs questions quand on tourne autour de ça. Et effectivement, sur ces aspects-là spécifiquement, on est en train de s'organiser pour préparer un webinaire qui traite vraiment que des aspects RH liés à la gestion de crise, on va appeler ça Covid-19. Parce qu'effectivement, bien sûr, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont bougé et beaucoup de questions qui se posent de par la pratique du terrain, de ce qui se passe, etc. Donc là, on est en train de réfléchir pour organiser tout ça. Voilà, donc surveillez vos mails, on vous proposera sans doute très prochainement. On essaie de le faire pour la semaine prochaine, un webinaire sur les sujets RH liés à Covid. Voilà. Voilà, écoute, merci Gwenaël. Un grand merci à vous. Merci. Et puis, donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis à bientôt à Brest. Dès que vous pourrez sortir, vous êtes les bienvenus à Brest. Voilà, merci pour l'invitation. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux, aussi attentifs pour ce webinaire. Vous aurez le support et bien évidemment, on pourra servir également de cours de transmission autant que faire se peut, parce que nous aussi, on est en gestion de crise sur ces sujets-là. Voilà, en tout cas, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice comme tout à chacun. Merci à tous. C'était une bonne soirée. Merci. Merci. Merci.